Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 2 de MC qui s'intitule « La vie démocratique en France ». Dans une première partie, nous verrons la vie politique et dans une seconde partie, la vie sociale, l'opinion publique et les médias. Commençons tout d'abord par la vie politique et en premier point, comment fonctionnent les institutions de la Ve République. Alors, comme dans tous les pays, la République française est définie par une constitution. Qu'est-ce que c'est qu'une constitution? Eh bien, c'est une loi fondamentale qui organise les pouvoirs et qui définit les droits des citoyens. La constitution se présente sous la forme d'un texte. Voici un extrait, et ce texte indique à qui appartient chacun des pouvoirs. Alors, commençons par le pouvoir exécutif. Vous voyez ici en rouge que le pouvoir exécutif est détenu à la fois par le président de la République et le gouvernement. Alors, le président de la République nomme le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, qui va former ce gouvernement avec des ministres. Nous pouvons voir aussi dans le texte de la Constitution que dans l'article 5, le président de la République veille au respect de la Constitution. Dans l'article 6, on peut lire qu'il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. L'article 8, que le président de la République nomme le Premier ministre. Dans l'article 9, que le président préside le Conseil des ministres. Et l'article 10, on peut voir qu'il promulgue les lois. Alors, qu'est-ce que cela signifie, promulguer les lois? C'est l'acte par lequel le président signe une loi avant qu'elle ne soit publiée au journal officiel. Enfin, on voit également l'article 15 et puis l'article 52 que le président de la République est le chef des armées et que c'est lui qui négocie et ratifie les traités avec les autres pays. On voit également que le président de la République, on le voit ici par la flèche rouge qui descend vers l'Assemblée nationale, peut dissoudre cette Assemblée nationale s'il le souhaite. Il peut également soumettre aux citoyens un projet de loi par référendum, c'est-à-dire qu'il va poser une question aux citoyens qui répondront par oui ou par non. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. C'est lui qui a l'initiative des lois et qui va assurer leur exécution. Le gouvernement conduit la politique du pays. Et c'est lui qui dirige l'administration du pays, c'est-à-dire les fonctionnaires. Ce Premier ministre est issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Si je prends le cas de l'élection d'Emmanuel Macron il y a quelque temps. Emmanuel Macron donc, a été élu au second tour de l'élection présidentielle et tout de suite après a eu lieu l'élection législative. Lors de ces élections, le parti politique du président Emmanuel Macron, République en marche, a obtenu la majorité donc à l'Assemblée, et donc Emmanuel Macron a choisi un Premier ministre issu de cette République en marche, donc Édouard Philippe. Voilà comment cela fonctionne concrètement dans le jeu des institutions. On peut donc dire qu'avec la Constitution de 1958,
qui a instauré la Ve République à l'époque du président de Gaulle, le président de la République a beaucoup de pouvoir. Il en a encore plus depuis l'instauration du mandat du président à 5 ans. Voyons maintenant le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire les lois, donc de les voter. Il est représenté sur ce schéma en bleu. On voit donc que ce pouvoir législatif est partagé entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors, à quoi sert exactement l'Assemblée nationale et le Sénat? On le voit ici dans les flèches, la relation entre les deux, que l'Assemblée nationale et le Sénat, votent les lois et le budget du pays. Alors, quel pouvoir détient l'Assemblée nationale vis-à-vis du gouvernement? Vous voyez qu'à partir de l'Assemblée nationale, il y a une flèche qui part vers le gouvernement et il est indiqué motion de censure. C'est-à-dire que les députés ont la possibilité de censurer le gouvernement à condition d'obtenir les 2/3 des voix, ce qui est très difficile, ce qui arrive peu souvent. Il y a donc un contrôle de l'Assemblée nationale vis-à-vis du gouvernement et un contrôle du président de la République vis-à-vis de l'Assemblée nationale également. Il y a bien séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et même judiciaires, même si il y a entre les trois des contrôles qui s'exercent. Alors, l'initiative des lois revient aussi bien aux députés et aux sénateurs qu'aux membres du gouvernement. Si je prends à nouveau l'exemple de l'élection d'Emmanuel Macron, celui-ci donc a été élu sur un programme, sur un projet, et depuis qu'il est devenu président, son gouvernement, donc dirigé par Édouard Philippe, mène des réformes qu'Emmanuel Macron a souhaité. Ces réformes sont donc des projets de loi qui sont présentés à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc chaque texte de loi est examiné successivement par les deux assemblées afin d'adopter un texte commun, c'est-à-dire un texte qui est voté exactement dans les mêmes termes. Alors si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le Conseil constitutionnel, que vous voyez ici en violet, peut être saisi pour vérifier si la loi est conforme à la Constitution. C'est-à-dire que si la loi qui a été votée n'est pas dangereuse pour la démocratie. Enfin, une fois que cette loi est votée, le président la promulgue, donc on a vu tout à l'heure qu'il la signe, et ensuite elle est publiée au journal officiel, donc c'est donc un journal particulier, le journal de la République, dans lequel sont consignées toutes les lois. Voyons maintenant comment les citoyens peuvent participer à la vie démocratique. Alors tout d'abord, évidemment, ils peuvent s'engager dans un parti politique. Alors qu'est-ce que c'est qu'un parti politique? C'est un groupe ou un groupement de personnes qui partagent les mêmes idées politiques et qui vont s'engager dans des campagnes électorales. Alors là, deux possibilités. On peut être adhérent, c'est-à-dire qu'on va payer une cotisation à un parti politique, une association dont on partage les idées, pour le soutenir. Donc c'est une participation financière. Et deuxième possibilité, là ça va encore beaucoup plus loin, on peut devenir un militant politique, c'est-à-dire qu'on est adhérent de ce parti, mais on va s'engager activement dans des actions menées, participer à la campagne électorale, organiser des meetings, des collages, distribuer des tracts sur les marchés, par exemple. Alors, nous voyons que l'engagement politique donc se fait
en fonction d'une situation, c'est-à-dire sur l'échiquier politique, il existe différents partis qui vont de l'extrême gauche à l'extrême droite. Cette diversité politique représente le pluralisme politique. Alors, vous devez connaître quand même un certain nombre de partis politiques et nous verrons ensemble la différence qu'il y a entre la droite et la gauche, mais vous voyez que il y a ici donc les principaux partis politiques sur cet échiquier de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite. Alors, le nouveau parti anticapitaliste, qu'on appelle le NPA, avec comme personnalité la plus connue Olivier Besancenot, le Parti communiste français, donc dirigé par Pierre Laurent, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et le Parti socialiste représenté par Martine Aubry et son secrétaire général actuel, Olivier Faure. Vous voyez que les trois partis dont je viens de parler forment la gauche et font partie des partis politiques qui ont subi une lourde défaite lors de l'élection d'Emmanuel Macron et de l'élection législative qui a suivi. Au centre, La République en marche, le parti qu'avait créé Emmanuel Macron, qui est majoritaire à l'Assemblée, quelques membres ici, Gérard Collomb, Alain Juppé, et évidemment son fondateur Emmanuel Macron. À droite, nous trouvons les Républicains, dirigés aujourd'hui par Laurent Wauquiez, qui a perdu beaucoup de voix lors des dernières élections également. Debout la France, parti politique de Nicolas Dupont-Aignan, qui lors de l'élection présidentielle s'est allié à Marine Le Pen. Et donc Marine Le Pen, qui est la présidente du Rassemblement national, le nom a changé, ce n'est plus le Front national, le Rassemblement national, parti fondé par son père Jean-Marie Le Pen. Alors, il y existe d'autres formes de participation politique, à savoir qu'on peut manifester son désaccord contre un projet de loi, notamment en signant des pétitions. Il est possible également de manifester son mécontentement ou de faire grève lorsqu'on n'est pas d'accord avec un projet de loi, comme la grève SNCF d'il y a quelque temps. On peut également donner son avis et il existe souvent dans les villes de France des réunions de quartier organisées par la municipalité pour que les citoyens donnent leur point de vue sur des projets. Vous voyez ici par exemple dans le quartier de la Source à Orléans une réunion publique sur la sécurisation de Venelle, où on incite les habitants à venir donner leur opinion, poser des questions, à débattre. Voyons maintenant la deuxième partie, la vie sociale, l'opinion publique et les médias. En premier point, commençons par le rôle des syndicats et des associations. Alors, tout d'abord, les citoyens peuvent défendre collectivement ou individuellement leurs droits en adhérant à un syndicat. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? Eh bien, un syndicat, c'est une association qui défend les intérêts professionnels de ses adhérents. Donc, ça concerne bien le domaine professionnel, donc l'activité des Français dans les entreprises, aussi bien publiques que privées. La liberté syndicale existe en France depuis 1884. Mais vous pouvez voir sur ce schéma qu'il n'existe pas qu'un seul syndicat. Il y a également plusieurs syndicats en France.
vous en connaissez peut-être quelques-uns, et d'autres qui vous semblent totalement inconnus. La CFDT, il y a la CGT, l'UNSA, FO, la CFE-CGC, qui est un syndicat de cadres, la CFTC, un syndicat chrétien, Sud, solidaire, unitaire, démocratique. Voilà, donc une variété de syndicats en France qui défendent les intérêts des employés. Alors, quels sont leurs moyens d'action? Eh bien, évidemment, la négociation au sein des entreprises, c'est-à-dire que s'il s'agit de réclamer une hausse des salaires, eh bien, les syndicats vont rencontrer les employeurs, les patrons de l'entreprise, pour essayer d'obtenir une hausse de salaire ou obtenir de meilleures conditions de travail. Mais parfois, cela ne marche pas. Alors, il y a des manifestations contre des projets d'une entreprise, contre des licenciements, contre un projet gouvernemental lorsqu'il s'agit d'une entreprise publique. Et puis, évidemment, il y a aussi des grèves qui sont organisées par les syndicats. Il existe aussi ce qu'on appelle le dialogue social, c'est-à-dire, comme je viens de l'indiquer, entre les syndicats des salariés et les syndicats des employeurs, ou directement les employeurs, il y a des négociations pour essayer de se mettre d'accord. Il arrive parfois que l'État intervienne également dans ce dialogue social quand il s'agit d'entreprises publiques ou de projets de loi qui touchent l'ensemble de la population, comme par exemple l'assurance maladie, la sécurité sociale, l'assurance chômage. Et là, en fait, le dialogue social consiste à réunir ces différents partenaires, donc les syndicats des salariés, les syndicats des employeurs, c'est-à-dire le MEDEF, et puis les représentants de l'État, c'est-à-dire les ministres, autour d'une table. Ils vont négocier et essayer de se mettre d'accord sur un projet particulier. Mais dans l'engagement, il y a aussi la possibilité de participer, de faire partie d'une association. Alors, dans ce cas, ça concerne aussi bien les citoyens que les plus jeunes, comme vous. On peut faire partie d'une association. La France compte actuellement 1 million d'associations. C'est énorme, 13 millions de bénévoles. Beaucoup de gens participent à des associations, ce qui est peut-être votre cas aussi. Nous voyons sur ce schéma les différents domaines d'activité des associations. En premier lieu, les sports et les loisirs, environ 30%, donc un petit peu moins d'un tiers. Ensuite, 28% pour la culture et l'éducation. Autres, 23%. Alors, autres, il y a surtout les associations humanitaires. Et puis vous avez le social et la santé, ce qui concerne par exemple Médecins du Monde. Vous avez aussi toutes les associations qui aident les plus démunis en France, comme les Restos du Cœur, et puis quelques associations, 7%, qui concernent le domaine économique. Deuxième point, la diversité et le rôle des médias. Alors les médias, comme vous le savez, sont des moyens de communication et d'expression essentiels au fonctionnement de la démocratie. Comme vous pouvez le lire ici, en France, la liberté et le pluralisme des médias sont garantis par la loi de 1881. Grâce à eux, les citoyens peuvent se forger une opinion publique. Alors, qu'est-ce que c'est que le pluralisme? J'en ai déjà parlé tout à l'heure à propos des partis politiques. C'est le fait qu'il existe une grande diversité d'opinions au sein d'une population. Alors,
Donc ici, des médias divers et nombreux qui permettent d'avoir des opinions différentes et de se créer également des opinions différentes. Pour assurer cette mission d'information, nous voyons que les Français, en particulier, s'informent par différents médias. Alors en premier, la télévision, 55%, ce qui se développe de plus en plus, Internet, aujourd'hui 22%, la radio représente 19%, et la presse écrite ne représente plus que 4% comme moyen d'information. Si l'on prend le schéma qui se trouve en dessous, nous voyons en fait plus précisément à propos d'Internet quelle est surtout la source d'information. Donc là c'est très intéressant, 50% des sites internet d'information proviennent de la presse écrite, comme par exemple le site internet du Monde, du Nouvel Observateur, etc. Ensuite, 21% les réseaux sociaux, donc on peut s'informer grâce à Twitter, Facebook, bon, on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez aussi les sites internet des chaînes de télévision ou des stations de radio, ça représente 12%, et puis d'autres sites internet, des blogs, etc., qui ont une moindre influence. Chose importante, pour que soit valable cette information, il faut que les médias soient indépendants des pouvoirs politiques et économiques. Alors, c'est-à-dire, pouvoir politique, les partis politiques, l'État et le gouvernement, et le pouvoir économique, les grandes entreprises. Il faut absolument que les médias soient indépendants, ou en tout cas qu'ils soient nombreux et diversifiés pour que toutes les opinions soient représentées. Par ailleurs, il est très important que les médias respectent la déontologie. Alors, de quoi s'agit-il ? La déontologie, ce sont les règles que doivent respecter les journalistes, à savoir la vérification des sources, le respect des personnes, etc. Comme ici, par exemple, le non-respect de la vie privée par certains photographes qu'on appelle les paparazzi, ce qui fait que beaucoup de people portent plainte contre des journaux lorsque des photos de leur vie privée sont publiées. Voyons maintenant Internet et l'information. Alors, Internet s'est énormément développé ces 10 dernières années et est devenu une source d'information indéniable et très importante. Pourquoi ? Alors, d'une part, parce qu'il y a des aspects positifs, comme vous pouvez le voir ici. Internet permet de relayer l'information que l'on trouve dans les journaux, que l'on peut voir à la télévision, etc., d'une manière rapide également, donc instantanée. Et puis aussi, dans certains pays, Internet est un outil absolument vital pour échapper à l'information officielle et pour diffuser les informations qui n'apparaissent pas dans les médias du pays. Par contre, il faut se méfier aussi d'Internet pour plusieurs raisons. Tout d'abord, quand on va sur certains sites, il est très difficile de savoir qui a mis en ligne les informations que vous lisez. On peut avoir un certain nombre d'instruments de propagande, des sites néo-nazis, des sites racistes, et il est parfois très difficile de savoir exactement qui est l'auteur des informations que vous lisez. Souvent, également, les informations ne sont pas vérifiées, donc vous pouvez lire un certain nombre de choses sans savoir si elles sont vraies ou pas. Et enfin,
ce qui s'est énormément développé depuis pas mal d'années. Sur Internet, nous trouvons les théories du complot, on trouve des fake news, comme par exemple celle-ci, je vous ai mis un exemple, qui est donc une information concernant Hillary Clinton lors de la dernière élection aux États-Unis. L'information était la suivante: Hillary Clinton était gravement malade durant la campagne présidentielle américaine. Vous pouvez voir que 36% des Américains ont cru que cette information était vraie, mais en fait c'était totalement faux. De nombreuses rumeurs avaient circulé à propos de la santé de la candidate à l'élection présidentielle, c'était en 2016. Elles étaient totalement fausses, basées sur de faux documents, des faits complètement déformés. Et qui a relayé l'information? Évidemment, Donald Trump lui-même avait repris ces accusations lors de sa campagne, puisqu'il a accusé Hillary Clinton de ne faire qu'un discours tous les 3 jours, donc d'être malade et donc de ne pas pouvoir assumer une éventuelle présidence de la République américaine. Troisième point, les sondages d'opinion. Alors, l'opinion publique est difficile à saisir et elle peut être mesurée grâce à des sondages. Qu'est-ce que c'est qu'un sondage? Vous connaissez tous des exemples, mais pour le définir de manière précise, il s'agit d'une enquête qui vise à connaître la répartition des opinions au sein d'une population sur une question donnée et à un moment donné. Alors, ces sondages sont à prendre avec précaution car leurs résultats dépendent de la manière dont ils ont été conçus ou réalisés et ils ne sont valables qu'au moment où ils ont été réalisés. Voyons comment ces sondages ont été donc réalisés. Alors vous voyez sur ce schéma que les sondages d'opinion sont réalisés par des instituts de sondage comme l'IFOP, Ipsos, Kines Sofres, etc. Que ces instituts donc réalisent les sondages et qu'ils les vendent ensuite à des médias, des associations, des entreprises, des partis politiques, etc. Et qu'ils concernent un tas de sujets, évidemment la vie politique, la popularité des hommes et des femmes politiques, lors des campagnes électorales, les intentions de vote des citoyens, ça peut concerner l'environnement, les achats, la consommation, etc., etc. Et que les sondages d'opinion sont encadrés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, en ce qui concerne le domaine des élections, on n'a pas le droit de publier un sondage la veille et le jour du vote, etc., etc. Voilà, ce chapitre est terminé, donc j'espère que vous avez appris plein de choses et que toutes ces informations vous ont intéressé.